Alors, Boker Tov à toutes. Donc, on se retrouve pour notre étude hebdomadaire du dimanche matin, qui nous a, voilà, comme on a dit juste avant, beaucoup, beaucoup manqué, moi la première. Et donc, nous étudions toujours le Orchot Tzadikim, donc ce fameux livre qui a été écrit il y a environ 500 ans et qui est, on dirait, un livre de coaching actuel pour nous apprendre à gérer nos émotions, à filtrer ce qui nous tire vers le bas et à exploiter et cultiver ce qui, au contraire, nous permet d'aller de l'avant. D'accord? Et aujourd'hui, donc, on va commencer le Sha'ar Acharata. Sha'ar Acharata veut dire le chapitre sur le regret. Alors, sachez que j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à préparer ce chapitre parce que, en fait, je me suis rendu compte que je suis une personne qui est très enclin à regretter, à me remettre en question, à dire que ce que j'ai fait, c'est pas bien, que j'aurais dû dire ça au lieu de ça, que si j'avais su, que si j'avais pu, que si j'avais eu. D'accord? Et donc, du coup, de fait de préparer ce chapitre, ce cours d'aujourd'hui, personnellement, déjà, à titre personnel, ça m'a fait déjà beaucoup, beaucoup de bien. Alors, je ne vous assure pas qu'on va réussir à le faire en une fois, parce que c'est très, 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 très riche. Et vous allez voir, donc, comme d'habitude, on va distinguer les différentes formes de regret. Vous vous rappelez qu'à chaque fois, on fait ça. Quand on a vu la joie, on a distingué les différentes formes de joie. Quand on a vu l'humilité, quand on a vu le sentiment de fierté. À chaque fois, en fait, dès le départ, il nous donne un plan. Il nous permet de distinguer les différentes formes de regret. Vous allez voir, c'est extrêmement, extrêmement riche. Alors, qu'est-ce qu'on peut regretter? Alors, vous allez voir que ce qu'il dit, c'est assez incroyable parce que on va voir que finalement, on baigne dans une société dont les composantes et les valeurs et les schémas comportementaux favorisent énormément le regret et la culpabilité. C'est pour ça que, en fait, l'être occidental est un être qui se fustige beaucoup, qui se culpabilise beaucoup, qui regrette beaucoup. Et vous allez voir que dans notre Hashkafa juive, dans notre système de Torah, eh bien, la culpabilité n'a pas du tout lieu d'être. Et si elle existe à certains moments, l'idée c'est d'en tirer le bon et de passer à autre chose. On n'est pas du tout dans, vous savez, les confessions, le mea culpa, tout ce que la société en fait chrétienne a apporté et qui transporte en fait dans ce monde. D'accord? Donc on va vraiment essayer d'épurer tout ça pour essayer d'évacuer ce qui est mauvais et de prendre que le bon. D'accord? En fait, vous remarquerez que tout ce livre nous permet de faire ce qu'on appelle en français séparer le bon grain de l'ivraie. Vous connaissez cette expression? Quand on prend, on garde le meilleur et on enlève tout ce qui pollue et tout ce qui n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut regretter? Premièrement, la première chose, c'est qu'on peut regretter nos choix. Là, on va parler de regrets ciblés par rapport à des choix du passé. D'accord? Ça peut être, on va voir, une décision qu'on a prise, ça peut être une direction qu'on a prise et on s'en veut. Oh là là, on s'en veut terriblement. Oh, si j'avais su, oh là là, j'aurais pas dû écouter, j'aurais dû m'en renseigner. Voilà. Premier type de regret. Deuxième type de regret, alors ça, ce sont en fait tous les regrets diffus. C'est pas ciblé par rapport à une chose. Ah, j'aurais pas dû signer cette location, vraiment, c'était pas du tout ce que je voulais en fait. Non, là, c'est des regrets diffus, ce que j'appelle les sentiments de culpabilité permanents ou quasi permanents. Ce que le Rav Jacobson appelle Rikshe Hashama. Rikshe Hashama, c'est au pluriel, c'est pas ciblé, c'est des sentiments, et des sentiments en fait qui ne sont rattachés à rien, rien de précis. C'est se sentir coupable de tout, culpabiliser sans cesse sans vouloir pour un oui ou pour un non, se fustiger pour chaque chose qu'on n'a pas fait bien ou qu'on n'a pas fait à la perfection. C'est bien sûr le meilleur ami du perfectionnisme. D'accord? Donc ça aussi, on va essayer au maximum, vous allez voir, d'évacuer. Ensuite, c'est les regrets de choses qui ne dépendent pas de moi. Alors ça aussi, parfois on part dans des élucubrations du style j'aurais voulu avoir une vie différente, j'aurais voulu naître dans une famille différente, plus stable, des parents différents, avoir plus d'argent, tatati tatata.
C'est un peu, si vous voulez, le problème aussi des réseaux sociaux, que en fait, comme les gens, voilà, étalent, exposent leur vie privée, alors du coup, ça peut générer chez ceux qui voient ça le sentiment de dire, oh, pourquoi elle et pas moi? J'aurais voulu moi aussi. Oui, mais tu aurais voulu toi aussi, mais c'est pas ton histoire, c'est pas son histoire. Et d'ailleurs, ce que elle montre comme histoire, vous savez très bien que c'est très enjolivé. Donc, voilà, ça, c'est aussi va être quelque chose qui va être fortement à évacuer. Il va nous donner les outils pour le faire. Ensuite, autre forme de regret très intéressant, on va s'arrêter dessus aussi, c'est tout ce qui est, euh, regret de bon comportement. Par exemple, on a un mariage, par exemple, et on rentre du mariage, je vais pour rentrer du mariage, et là, il y a quelqu'un qui me dit, oh, tu rentres en voiture, est-ce que tu peux me déposer? J'habite pas trop loin de chez toi. Oui, bien sûr, pas de problème. Pas trop loin de chez moi. Bon, bah finalement, c'était un quart d'heure en voiture, donc finalement, ça m'a fait perdre une demi-heure et je me suis couchée une demi-heure plus tard. Et je vais me coucher, je dis, oh, j'en ai marre d'être une bonne poire. Oh, j'en ai marre de me faire avoir. J'en ai marre de dire oui à tout, d'être pas capable de dire non. Et je m'endors comme ça. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé aussi. Au lieu d'être contente de me dire, bon, bah, je suis contente d'avoir pu rendre service à quelqu'un. Et puis, grâce à moi, elle a pu rentrer sans avoir à payer un taxi, je sais pas combien, ou sans avoir à rentrer avec la navette qui rentrait à 1 h du matin. Donc, justement, développer cette satisfaction de dire, j'ai rendu service à quelqu'un. Ah non, on se fustige, on dit, bonne poire. Ensuite, et vous allez voir, et on a des outils extraordinaires pour ça, parce qu'on est toutes, enfin peut-être pas vous, mais moi je sais que je me suis retrouvée dans toutes les formes de regret. Regretter ces mauvais comportements, d'accord? Ça va être bien sûr la notion de tchouva dont on va parler, et ça va être, quand on a dit séparer le bon grain de l'ivraie, là ça sera le bon grain. Vous allez voir, quand on regrette une mauvaise action, ah, j'ai fauté, j'ai mal parlé à quelqu'un, j'ai fait de la peine à quelqu'un. Alors oui, là, le regret, il aura une fonction, et vous verrez, c'est une fonction bénéfique, une fonction ponctuelle. Pourquoi? Pardon, une fonction, oui, bénéfique. Pourquoi? Parce qu'elle est ponctuelle, parce qu'elle est ciblée, et parce qu'une fois qu'on l'a fait, hop, on passe à autre chose et on se sent meilleur et bonifié par justement cette remise en question. D'accord? Donc là, ça sera la bonne chose à garder. Ensuite, il dit regretter ce qu'on a dit. Par exemple, on a parlé un peu légèrement, on s'est engagé, on n'a pas tenu parole. Vous connaissez ça, hein? Croiser une copine, ah, mais il faut trop qu'on se prenne un café. Ah, mais oui, il faut trop qu'on se prenne un café. Puis voilà, on n'a jamais pris le café. 6 mois après, oh là là, il faut trop qu'on s'appelle, trop qu'on s'appelle. En fait, on parle, et puis bon, finalement, les actions ne suivent pas. Alors voilà, il faut faire attention à son langage. Il va nous apprendre en fait à redonner du poids à notre parole. C'est d'ailleurs, vous remarquerez que la première chose que l'on fait le jour le plus important de l'année, c'est Yom Kippour. On commence par quoi? C'est quoi la première prière de Yom Kippour? Kol Nidre. On va annuler tous les vœux qu'on a fait en fait. Et dans ces vœux-là, c'est tous les engagements qu'on a dit à voix haute et puis finalement qu'on a complètement oubliés. Et la dernière forme de regret dont il va parler, ça va être aussi un regret bénéfique. Eh bien, il va parler des regrets des personnes âgées, des personnes qui sont en fin de vie et qui souvent prennent la maturité, prennent de la sagesse et se disent, ah, j'aurais peut-être dû être moins impétueux, j'aurais dû être peut-être plus sage, j'aurais dû penser plus à long terme. Alors évidemment, c'est pas encore une fois pour développer des sentiments de culpabilité qui sont infondés, c'est pour justement prendre les bonnes dispositions pour aller de l'avant à cette période de la vie. D'accord? Et ça va être très, très intéressant tout ce qu'il va dire. D'accord? Donc, on a le programme des spectacles. Et on va commencer par la première chose. Donc, comme je vous ai dit, ça fait combien de formes de regret? Ça fait 7 formes de regret. Alors, on va commencer par la première. La première, ce sont donc les regrets des choix du passé. Ah, j'ai loué un appartement et je me suis rendu compte qu'il y a des fuites, que j'avais pas vu tous ces petits vices cachés, que le proprio en fait n'est pas sérieux, etc. Je regrette d'avoir pris ce travail. C'était pas fait pour moi. Ou je me regrette de m'être lancée dans ce domaine. J'étais jeune, je savais pas quoi choisir et puis j'ai pris ça.
mais je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment débouché ou que ça ne me correspond pas. Je regrette de ne pas m'être assez... je ne me suis pas assez préparée pour mon examen d'entrée à la fac. Je regrette cet achat, parce que c'est déjà arrivé. Des fois, on achète de manière impulsive. Vous savez que les vendeurs agissent beaucoup sur ce qu'on appelle le FOMO. Vous savez, c'est quoi le FOMO? FOMO, Fear of Missing Out. La peur de rater une opportunité. C'est pour ça qu'il te dit toujours, attention, ce produit est en solde jusqu'à demain, hein. Ou alors des fois, vous allez sur un site internet et en haut, ils vous mettent promotion avec comment ça s'appelle, un compte à rebours. Ah, vite, vite, oh, la promotion, c'est jusqu'à ce soir, il faut que j'achète, il faut que j'achète. Évidemment que les vendeurs jouent beaucoup sur le facteur temps et sur le facteur impulsivité. D'accord? Euh, et donc, du coup, alors qu'en fait, en général, il vaut mieux prendre son temps pour acheter quelque chose. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs là, avant Pessard, j'étais au supermarché et je vois un mixeur. Je me dis, bon, je vais racheter un mixeur pour Pessard, il a l'air bien. Je l'achète et en fait, je rentre chez moi, je me rends compte que je m'étais fait un peu arnaquer, que ce qu'ils avaient marqué sur la boîte, c'était pas vraiment dans la boîte. Qu'en fait, il y avait des petits vies et puis les images où il n'y avait pas de vie, ils n'étaient pas dans la boîte. Donc, il m'a servi à rien. Je l'ai jeté, enfin, je l'ai donné à ma voisine. Mais après, je me suis dit, bon, bah, si j'avais pris 2 secondes pour bien regarder, si j'avais même regardé sur Internet, j'aurais vu qu'il y avait des choses qui étaient mieux et moins chères. Donc voilà. Voilà, je regrette ou alors des fois des gens qui te disent oui, j'ai pensé à ça. J'aurais dû acheter un appartement à l'époque en Israël quand c'était encore faisable. Ma fille, elle fait ça, ma copine, elle a fait ça et maintenant elle peut aller voir sa fille comme elle veut. On connaît tous ce genre de regrets, d'accord? Alors, et on a déjà parlé, en fait, quand on a parlé de la joie, finalement, on en a parlé de manière un peu indirecte, parce que c'est un sentiment qui sape la joie. D'accord? Le sentiment de regret, par définition, c'est un sentiment qui génère des sensations négatives et qui génère le fait de s'en vouloir à soi-même. Donc, on s'éloigne de soi-même quand on est en regret. Et donc, ça sape totalement le sentiment de simcha, de joie. Alors, on va commencer par une première chose. Donc, déjà, vous remarquerez que là, on parle de choses, on va faire la distinction, en fait, dans les différentes formes de regret, entre mes comportements à moi et ce qui m'arrive. Et c'est une distinction qui est essentielle à faire. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit que, en fait, tout ce qui m'arrive vient d'Hachem. Akol minashamayim, on dit en hébreu. Mais on n'a pas, en fait, d'où ça vient l'expression minashamayim? Ça vient d'une phrase de la Gemara qui est plus, comment dire, plus complète que ça. Il y a marqué Akol beyede shamaim, chutz meirat shamaim. Tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte du ciel. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui m'arrive, c'est Mina Shamaim, ça vient de là-haut, c'est envoyé par Hachem, c'est la réalité qu'il m'envoie et qu'il me propose. Mais la seule chose qu'il attend de moi, c'est comment je veux, pardon, la seule chose qui dépend de moi, oui, c'est de vouloir donner le meilleur de moi-même face à cette situation. Je crois que c'est le rabbin Citruc qui disait que on ne peut pas changer la réalité, mais on peut changer la manière dont on vit la réalité. Et ça, c'est entre mes mains. Le fait que ce matin, j'ai reçu un PV parce que je me suis mal garée, d'accord? Bon, bah, ça, ok, on va dire que c'est Mina Chamé, mais je n'avais pas vu le panneau et vraiment, c'est dommage. Oh là là, Capara, 200 shekels. Maintenant, ça, c'est pas entre mes mains. J'avais pas vu, j'étais en retard, j'avais oublié de payer. Bon, c'est pas entre mes mains. Mais le fait de vivre cet événement, ça, c'est quelque chose qui m'appartient. Et le Rabbi Nachman de Breslev, il dit,
Lifne amaase beyadaim shel adam, ve'achare amaase beyadaim shel Hashem. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que le fait de dire que c'est Mina Shamaim, ça ne va pas maintenant me permettre d'être négligente en disant, bah, je vais me garer n'importe où, devant une sortie de voiture. Je suis sur un truc avec marqué enlèvement demandé et je vais dire Akol Mina Shamaim. Ah non. Rabbi Nachman, il te dit, ça marche pas. Lifnei amaaseh beyadaim shel adam. Avant ça, quand tu dois prendre tes décisions, tu ne dois, entre guillemets, compter que sur toi-même. L'osomchim alanes, on ne dépend pas du miracle. Mais, et donc, ça exige de nous que nous soyons consciencieux et non pas négligents. Sinon, on peut mettre tout sur HM, hein. C'est facile, tu vois, tu ne fais rien, tu ne te lèves pas le matin, tu vas pas au travail, bah, tout vient d'HM. Non, tu dois te lever, tu dois être consciencieux, tu dois donner le meilleur de toi-même. Ça, c'est avant le maasé. Après le maasé, après l'acte, ah là, tu te dis, ça, c'était entre les mains d'Hachem. Moi, j'ai fait de mon mieux, j'ai regardé où me garer, j'avais pas vu ça. Bon, bah écoute, Mina Shamaim. Mina Shamaim. Mais quoi? Mais d'accepter la chose, oui ou non, ça, c'est entre mes mains. C'est la différence entre la relation qu'on a avec le passé et la relation qu'on a avec le futur. Et dit le Rav Finger, les gens, quand ils cogitent par rapport au passé, qu'est-ce qu'ils voudraient? Ils voudraient changer le passé. Ah, j'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais truc, tatati, tatata, j'aurais dû. Ils veulent changer leur passé. Et quand ils pensent au futur, ils se désespèrent. Oh, ça ne marchera pas. Oh là là, je sais que j'ai aucune chance. Oh non, mais c'est une situation inéluctable. Non, mais c'est mort, c'est foutu. Il dit, ben, en fait, on doit avoir exactement on doit complètement changer notre paradigme. Le passé, on doit l'accepter. Le passé, c'est passé. C'est ta réalité, tu dois faire avec. Et tu dois l'accepter en te disant que lorsque toi, tu as fait de ton mieux, avec les éléments que tu avais en main à l'époque, eh bien, finalement, tu n'as pas du tout à t'en vouloir. Tu dois te dire que ce qui était ta configuration de vie, ça a été géré par Hachem. Et par rapport au futur, ne jamais se désespérer et toujours espérer le meilleur. D'accord? Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental par rapport à tous les fois où on regrette nos choix. Pourquoi? Parce que souvenez-vous bien de cette phrase. Elle est tellement importante. Tellement, tellement importante. On est toujours plus intelligente après avoir fait le choix qu'avant d'avoir fait le choix. Par exemple, j'ai vu une annonce pour un job, pour un poste. Je postule. L'entreprise m'a l'air correcte, le patron m'a l'air plutôt cool, et les collègues il y a l'air d'avoir une bonne ambiance dans l'équipe. Je postule et j'ai le job. Maintenant, il s'avère que l'entreprise, elle est en train de faire faillite, que le boss, il est complètement, en fait, lunatique, et qu'il y a une très sale ambiance parce que du fait que ça va pas bien dans la boîte, alors tout le monde se met les bâtons dans les roues. Et là, moi, je regrette. Mais avant que tu aies pris le job, tu n'aurais jamais pu te rendre compte de ça. Donc, tu ne peux pas t'en vouloir. Tu ne peux pas en vouloir à la personne qui a pris ce job, puisque par définition, elle a moins d'éléments que toi. Comment il faut voir la réalité? Et moi, c'est quelque chose qui m'a changé la vie. Je vais vous raconter une histoire que j'ai entendue d'un docteur. Enfin, il n'est pas docteur, c'est un scientifique, on va dire. Il travaille au Mahon Poua, pour celles qui connaissent, qui s'appelle euh, Rav, c'est un Rav aussi, Rav Popper. Et Rav Popper, il a raconté une histoire, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je pense qu'il faut se la raconter à chaque fois qu'on doit faire un choix ou qu'on regrette d'avoir fait un choix. C'est quoi l'histoire qu'il a racontée? En fait, donc lui, il intervient en Mahon Poua. Et donc, il a assisté comment dire, il a assisté le suivi de grossesse d'une femme dont le bébé avait été diagnostiqué avec énormément de problèmes de santé. D'accord? Je parle du fœtus. D'accord? Et en fait,
on l'appelle au milieu de la nuit et on lui dit, regarde, cette femme, elle va accoucher d'un moment à un autre. Cet enfant n'est pas viable. Elle risque d'être en danger par cette naissance. Il faut maintenant, alors qu'elle était au 9e mois de grossesse, il faut maintenant que toi, tu autorises d'un point de vue halachique l'avortement. Donc, lui, il débarque à l'hôpital, il a le dossier comme ça, plus encore le dossier comme ça de l'hôpital, et lui, tous les éléments qu'il avait, ça fait 8 mois qu'il suit cette femme. Et donc, il est là comme ça avec tous ces éléments, et il doit autoriser un avortement en plein milieu de la nuit. Et il commence à appeler ses rabbinim à lui. Sauf que personne ne répond. Et il se dit, moi, concrètement, avec tous les éléments que j'ai, je sais que je peux l'autoriser à faire cet avortement, mais je me sens pas, je sens pas que ma décision, elle est 100% claire. Qu'est-ce qu'il fait? Il met tout le dossier de côté et il prend son livre de Télim. Il dit maintenant, Hachem, je vais lire tout le livre de Télim et je vais te demander que s'il y a des éléments que je n'ai pas encore vus, et qui vont changer ma décision, que tu me les dévoiles maintenant. Et donc, il commence son livre de Télim, Ashraïch, le numéro 1 jusqu'à le dernier, Alléluia, Alléluia, Kocho, jusqu'au numéro 150. Ça lui prend 3 heures. Et à la fin, euh, il repasse des coups de fil. Et là, en fait, il y a d'autres médecins qui commencent à envoyer des fax et des mails et avec des données comme quoi, en fait, l'enfant finalement est en parfaite santé et qu'il y a des choses qui ont été diagnostiquées et ont été mal diagnostiquées. Et en fonction de ça, il a annulé la décision. Il a dit, cet enfant doit vivre, il n'y a pas d'avortement et il y aura un accouchement naturel. Cette femme, elle a donné naissance et l'enfant, il était en parfaite santé. Et moi, j'ai trouvé ça très courageux qu'il raconte cette histoire parce qu'il nous a dit, moi, vous savez, il est généticien, voilà, ça, je me souviens de son métier, il est généticien. Il dit, moi, je suis quelqu'un de rationnel. Je suis quelqu'un avec un background, avec, avec de la connaissance. J'aurais pu prendre la pire décision de ma vie basée sur des faits. Basée sur des faits. Mais en fait, il faut comprendre que quand on prend une décision, on est un peu... Il y a toujours une partie lumineuse et une partie obscure. C'est quoi la partie lumineuse? C'est la partie que Hachem décide de me dévoiler. Il t'a montré ça, il t'a montré ça, il t'a montré un patron souriant, il t'a montré une bonne ambiance, il t'a montré un bon salaire, il t'a montré ça, il t'a montré ça. Ouais, mais il y a toujours une partie obscure. Ce qu'il a décidé pour l'instant de ne pas te montrer. Et que tu vas découvrir après, hein, au fur et à mesure. Alors, avant de prendre une décision, tu dis, regarde, moi, je prends la décision à la lumière des éléments que tu m'as donnés, Hachem. Donc, si après, il s'avère qu'il y avait des vices cachés, mais moi, j'aurais jamais pu le savoir. Je peux pas m'en vouloir. La seule chose que je peux faire, c'est quand je prends une décision critique, engageante, comme celle que je vous ai racontée, comme un mariage, comme voilà, une décision médicale. Alors là, mettre le paquet pour dire, regarde, Hachem, s'il y a des éléments que je n'ai pas vus, éclaire-moi tout de suite. Une fois que j'ai fait ça, j'ai fait tout ce qu'il y avait entre mes mains pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Tu sais, c'est comme une fois, il y a une femme qui est venue me voir pour me dire qu'elle s'était mariée, et c'était un chidour, etc. Et tout avait l'air très bien sur le papier et tout. Et en fait, voilà, au bout de 2, 3 mois, elle s'est rendue compte que c'était un être qui était dépressif, bipolaire, qui prenait des médicaments. Bref, tout ça, on ne lui avait pas dit, quoi. Et c'est terrible parce que, bon, évidemment, qu'elle en a voulu à certaines personnes. Mais moi, je lui ai dit, tu ne peux pas t'en vouloir. Tu as pris des décisions en fonction des éléments qui étaient ce que Hachem avait décidé de t'éclairer. Et ce qui est resté dans le noir, c'est qu'il a décidé que ça restera dans le noir. Pourquoi? Pour ton parcours de vie. Parce qu'il a fallu que tu passes par ça. Pourquoi? Je ne sais pas. Il n'y a que lui qui sait. Il connaît la destinée de chacun. Il connaît le tikkun de chacun. Il connaît les forces de chacun. Ses forces ne sont pas mes forces.
Donc, je ne vais pas me permettre, moi, de lui dire, ah, tu sais, c'est pour ceci, c'est pour cela, regarde. Non. Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas me permettre de dire quoi que ce soit. Mais sache que tu dois l'accepter parce que c'est le destin que Hachem a voulu pour toi et que c'est ton histoire. Et que ça n'est que à partir du moment que tu vas l'accepter que tu vas pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est ce qu'il dit le Rav Arush. Le Rav Arush, je vais répondre après à vos questions. Ouais. Est-ce qu'elle va en vouloir aux autres? Elle demande à elle. Bon, ça, c'est tout le cours sur le pardon, hein. Le cours sur le pardon, en fait, c'est de comprendre que euh, les gens dans la vie sont des émissaires. Ceux qui sont sur la croisée de mon chemin, ce sont des émissaires qui ont été envoyés par Hachem. Et donc, ce sont les émissaires qui vont me permettre de réaliser mon projet de vie en fonction du plan d'Akadosh Baruch. Maintenant, le fait que eux, ils ont, entre guillemets, mal agi, c'est leur libre arbitre, ça leur appartient. D'accord? Mais ça, ils vont le régler avec le patron. D'accord? C'est tout le cours sur le pardon. Je ne sais pas si on a déjà fait un cours sur le pardon. Je crois que oui. Je crois que oui. Euh, mais en gros, il faut comprendre que c'est comme si j'étais au théâtre. D'accord? Je suis dans une pièce de théâtre, je suis l'actrice principale. Et tout ce que je vis, c'est le fait que quelqu'un m'a fait une crasse, c'était le plan de la pièce. Et la pièce, elle est gérée par le plus grand metteur en scène et le meilleur scénariste, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, si je l'ai vécu, c'est que je devais le vivre. Maintenant, le fait que la personne, elle a choisi ce mauvais rôle, ça, c'est son libre arbitre à elle. Elle a passé le casting et elle a voulu le prendre. Vous savez, ça manque pas, hein, les gens méchants. Donc Hachem, il fait le casting. Ah, tu veux? D'accord. Mais quoi qu'il en soit, ça m'était destiné. Si c'était pas une personne, j'aurais trébuché sur quelque chose d'autre. Et il faut faire la distinction totale entre le libre arbitre de la personne qui a accepté de vouloir jouer ce mauvais rôle, et ça lui appartient. Ça lui appartient, mais ça, elle va le gérer avec Akadosh Baruch Hu. Et moi, le fait de me dire, de toute façon, si ça m'est arrivé, c'était prévu par Hachem et ça fait partie de mon plan de vie. D'accord? Il dit le Ravarouche qu'on ne peut aller de l'avant qu'à partir du moment où on accepte son passé. Et il dit quelque chose de très intéressant au niveau, comment dire, nafshi, au niveau psychologique. Il dit qu'en fait, le traumatisme, finalement, comment définir le traumatisme? C'est la non-acceptation d'un événement du passé. La non-acceptation d'un événement du passé. On revoit les choses du passé et on est encore en non-acceptation. Et dès qu'on commence à accepter la situation, on commence à sortir de son traumatisme. Et évidemment que c'est un processus. Évidemment que c'est un processus. Et ce processus-là, il dépend de quoi? Évidemment, vous l'avez bien compris, il dépend de l'aïmouna. Il n'y a rien d'autre. Comprendre que mon histoire, d'une certaine manière, quand je la revois avec les yeux rivés vers le passé, alors je dois comprendre qu'en fait, ce n'était pas entre mes mains. Je ne parle pas de l'avenir. L'avenir, non, je dois me dire, oh là, je dois me donner les moyens de réussir, je dois faire de mon mieux, je dois, on dit en hébreu, faire ishtadlout. Ishtadlout, c'est être consciencieuse, d'accord? Mais quand je regarde le passé, j'ai fait ce que j'avais à faire avec les éléments qui étaient les miens, d'accord? Et, et en fait, cette vision, elle dépend énormément de l'humilité. C'est pour ça qu'il a commencé en tout premier lieu par l'ego et l'humilité. Parce qu'en fait, selon le Chod Sadikim, après, tout en découle. Tout en découle. La vision occidentale, c'est de comprendre, c'est tout est entre mes mains. Ah, c'est moi qui gère. C'est moi qui truc. On va conquérir des parts de marché. On va faire ça. On va truc. Tu vois, tout est entre mes mains. Akadosh Baruch Hu n'a pas sa place dans le monde occidental. Et donc, le corollaire de ça, c'est une très mauvaise nouvelle. C'est que forcément,
l'occidental par excellence, il est très enclin au regret, à s'en vouloir, à se fustiger. Mais je suis un responsable, mais c'est pas possible, mais j'aurais dû, mais j'aurais dû être moins naïve, etc. Paradoxalement, c'est son ego qui fait qu'il se fustige. Alors que le corollaire de l'humilité, de la Emouna, c'est de comprendre que le résultat n'était pas entre mes mains, que ça n'était pas destiné. D'accord? Je vais vous montrer une image que j'aime beaucoup. Je vous la montre. Je la trouve trop sympa. Si j'avais eu plus tôt la maturité que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait autant d'erreurs. Et l'autre, il lui répond, si tu n'avais pas fait autant d'erreurs, tu n'aurais pas la maturité que tu as aujourd'hui. Évidemment, nous sommes des êtres en progression. Et tous les événements, même ceux qui sont désagréables, font partie de ce processus qui favorise notre progression. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. D'accord? Et les erreurs qu'on a faites, qui génèrent de la progression et qui génèrent même du dépassement de soi, finalement, on les capitalise et ça devient des atouts. Tu sais, c'est comme, euh, c'est quelque chose d'assez connu. Je ne sais pas si vous savez que les directeurs, les meilleurs directeurs de centres de désintoxication sont la plupart du temps des anciens drogués. C'est assez incroyable. Moi, quand j'étais étudiante, j'avais 21 ans, j'étais venue faire un voyage humanitaire en Israël et j'avais travaillé dans un réseau qui s'appelait Beit Ram. C'est dirigé par Henri Cohen-Solal, pour celles qui le connaissent. Et il gérait en l'occurrence des centres de désintoxication. Donc, j'ai travaillé là-bas pendant 2 mois. Et le directeur du centre, c'était un ancien drogué. Et il faisait un travail extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il les comprenait. Parce que lui, il s'en est sorti. Et donc, il a développé les meilleurs outils pour leur permettre de s'en sortir. Et il nous a dit ça, je me souviendrai toute ma vie. Toute ma vie. Il nous a dit, bah, ça fait 15 ans, je ne me rappelle plus, ça fait 15 ans que j'ai arrêté de me droguer, que je m'en suis sortie. Mais il n'y a pas un matin où j'ai pas envie de replonger. Ça veut dire c'est quelque chose, c'est des substances qui sont tellement fortes qu'en fait, la personne, d'une certaine manière, il y a toujours une emprise sur elle. Et tous les matins, je décide de ne pas le faire. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Je dis ça à mes enfants pour la cigarette, pour tout ça. Je leur répète l'histoire. Je dis, attention, une fois on fait ça, après ça rentre, il y a toujours une emprise. Donc, évidemment, c'est ce que tu dis, Yael, et c'est ce qu'on voit dans la paracha de Kitissa. Et toute notre Torah, Baruch Hashem, elle est, comment dire, elle est gorgée, elle regorge d'histoires comme ça, que non seulement on peut se relever de tout, mais qu'en plus on peut bonifier toutes nos erreurs. Et de comprendre que si une telle chose nous est arrivée, un tel échec, c'est justement parce que le fait qu'on se relève de cet échec-là, ça devient une force pour nous. Et une force, pas seulement pour nous, mais pour en faire bénéficier les autres. Et la Gemara nous dit, En Adam Omed al Divrei Torah, et là, imken nirshal bahem. Ah, incroyable. La Torah, elle te dit, tu ne peux comprendre que ce sur quoi tu t'es trompé. Tu ne peux tirer des leçons que ce sur quoi tu t'es planté. Parce que c'est en tombant qu'on apprend. Et il n'y a pas de réussite ou d'acquisition véritable ou d'intériorisation sans des dizaines d'erreurs. Regardez un bébé, comment il apprend à marcher. Il apprend à marcher en tombant. Et j'ai lu qu'un bébé, il tombe, je ne sais plus, une centaine ou 200 fois en moyenne avant d'acquérir la marche. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il tombe, paf, 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 paf,
dans son cerveau, il y a des nouvelles connexions qui se font. Et en fait, au fur et à mesure, il acquiert, pardon, la coordination, l'équilibre, ça. Et chaque fois, ça vient lui apprendre quelque chose. 2000 fois, tu dis, ouais, je l'avais lu 2000 fois, mais ça me paraît quand même beaucoup. La dernière fois, du coup, j'ai observé ma dernière, je me suis dit, attends, est-ce que c'est vraiment 2000 fois? Je me demande si ce n'est pas plutôt 200. Alors, je redis la phrase en hébreu, vous m'avez demandé. En Adam Omed al divrei Torah, ela imken unirshal bahem. D'accord? Je crois que je peux vous la mettre dans le chat. Voilà, comme ça, vous l'avez. D'accord? Et la chassidoute, elle dit que chaque âme descend sur terre, chaque neshama elle descend sur terre avec deux valises. La première valise, c'est tous les challenges, tous les défis qu'on va affronter au cours de notre vie. Et la deuxième, c'est tous les talents et les forces cachées pour justement surmonter ces épreuves. Il y en a une qui est sombre, il y en a une qui est lumière. Eh bien, la chassidoute nous dit que la valise sombre avec tous les défis, tous les challenges, t'inquiète pas, on va l'ouvrir pour toi sur Terre. Mais la deuxième valise, valise de lumière, c'est toi qui dois l'ouvrir. Et là, tu vas découvrir intelligence, sensibilité, créativité, sincérité, force, intelligence affective, émotionnelle. Ça, c'est quand tu sais te confronter à tes erreurs. Et quand tu te confrontes à tes erreurs, c'est-à-dire quoi se confronter à son erreur? Ça veut dire, un, reconnaître que c'est une erreur, clairement. Deuxièmement, en tirer les leçons qui en ressortent. Et troisièmement, se relever. D'accord? Alors là, ces erreurs-là, elles vont devenir comment dire, le soubassement d'un édifice qui est solide. Et comme je vous ai dit, le problème, c'est l'occidental avec tout ce qui est voilà, son orgueil et le fait qu'il croit que tout est entre ses mains. Bekochi Oveotsem a dit, ça génère le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, il conduit les gens à minimiser leurs erreurs ou à se fustiger énormément ou à se culpabiliser. Et donc, en fait, ça ouvre la voie au découragement et à la paralysie de la progression. Ou alors à encore plus et encore plus et encore plus d'orgueil parce qu'on ne veut pas reconnaître nos erreurs. Donc, on continue sur notre lancée mauvaise sans jamais en tirer vraiment les leçons. D'accord? Donc, la seule erreur au monde, c'est juste de ne pas reconnaître ses erreurs. C'est la seule. Sinon, tout le reste, Akol min Hashem, tout vient d'Hachem. Et tout est pour mon bien. D'accord? Ça, c'est donc le premier type de regret, le regret ciblé par rapport à des choix du passé. D'accord? Donc, j'espère que, voilà, vous comme moi, on va plus en vouloir à chaque fois qu'on a fait un mauvais choix en se disant, ah, j'aurais dû, j'aurais su, j'en peux pas, tatati, tatata. D'accord? Tout est pour mon bien. Moi, j'ai été consciencieuse. J'ai, comment dire, fait mes choix à la lumière des éléments qui m'ont été dévoilés à ce moment-là. Évidemment qu'on est toujours plus intelligent après qu'avant, donc il ne faut pas s'en vouloir. Et on a progressé, et on a pris de la maturité. Et pour l'avenir, on apprend à agir encore mieux, d'accord? Et comme ça, on est meilleur, on est quelqu'un de meilleur. Donc, vous avez vu qu'on transforme parfois, ça peut générer même le regret de la haine de soi, d'accord? Au contraire, on la transforme en amour de soi, d'accord? C'est la force de la Torah. Ça, c'est le premier type de regret. Deuxième type de regret, ce qu'il appelle le Rav Jacobson, Rikshe Hashama. Quelque chose dont il parle beaucoup, parce que évidemment que c'est quelque chose qui est aussi très lié à l'enfance, parce que parfois on vient d'une maison où on a géré tout un tas de sentiments de culpabilité, d'accord? Et donc l'enfant qui devient adulte, il emporte avec lui toute une mare de culpabilité sans pouvoir définir d'où elle vient et ni ce qu'il est censé en faire, quoi. Donc, ça, c'est... Voilà. Est-ce que c'est propre aux maisons séfarades? Je ne sais pas. Parce qu'on marche beaucoup la culpabilité. Ma fille, elle était ce Shabbat chez des amis à elle. Et alors, la mère, elle a dit,
mange, je sais pas, lui sers la pkeila. Alors, ma fille, elle dit, non, je n'ai pas très envie. Ah bon, tu n'aimes pas ce que je fais? Après, elle dit, non, mais c'est pas ça, c'est pas très fin. Ah, mais ça va se jeter. À la fin, ma fille m'a dit, j'ai pris, genre, je sais plus, 2 assiettes, mais alors, j'en voulais pas du tout. Alors, c'est vrai que bon, moi, je pense pas que je marche trop à la culpabilité, donc c'est vrai qu'elle a été un peu déstabilisée. Alors, voilà, donc oui, la culpabilité, parfois, elle a été un outil qui a été utilisé dans le foyer. Et voilà, et donc ça génère un sentiment un peu général. On se sent coupable de tout, on se culpabilise sans cesse. C'est pas comme ce qu'on a dit tout à l'heure, j'aurais dû être moins naïve. C'est je devrais, ta. Genre, je devrais, mais c'est quelque chose de généralisé, vous voyez. Ah, je devrais être un peu plus débrouillarde, je devrais être un peu moins sensible, je devrais être moins faible, j'en ai marre d'être comme ça. Et vous verrez, vous remarquerez, comment vous vous rendez compte que c'est le fameux Richie Hachama, c'est le sentiment de culpabilité diffus, d'accord, et qui sont très contre-productifs, c'est que vous vous en voudrez, enfin moi c'est le cas, je m'en veux pour des choses contraires. Par exemple, je vais me dire, ah, j'en ai marre d'être trop dépensière parce que je sors d'un magasin et je me suis fait plaisir. Bah, après, je m'en veux. Je dis, oh là là, j'en ai marre d'être dépensière. Et après, je vais faire des économies sur un truc et je vais dire, oh, j'en ai marre de faire ma radine. J'en ai marre de faire ma barre de fer. Alors quoi, il faut choisir. Tu veux quoi en fait? Donc, c'est s'excuser tout le temps sans vouloir pour un oui ou pour un non. D'accord? Et donc, on se noie dans un amas de reproches, en fait, sans même se fixer un programme de changement. D'accord? C'est très, très désagréable comme sentiment. C'est extrêmement désagréable. Et en plus de ça, c'est absolument contre-productif, puisque au lieu de pousser la personne à la progression, ça, en fait, enferme la personne dans une forme de paralysation. Paralysation, on dit? Para- Être paralysé. Alors que nous, vous savez que le propre du judaïsme, c'est justement le fait de vouloir chercher à tirer, à s'améliorer. Et justement, c'est la période que l'on vit actuellement, la période du Homer, la période qui sépare Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Vous savez que nous avons une mitzvah de compter le Homer. Et nos sages nous disent, c'est écrit comme ça, Usfartem lachem imucharat Shabbat, shevat Shabbatot temimot. Vous compterez pour vous 7 semaines entières. Et nos sages nous disent que Usfartem, vous compterez, c'est à rapprocher du mot saphir. C'est quoi? Le saphir, c'est le matériau à partir de laquelle les tables de la loi ont été constituées. Et nos neshamot, elles sont comme le saphir. Tout comme cette pierre précieuse, elle peut parfois s'abîmer parce que parfois elle a un comportement qui est inapproprié, eh bien, on a l'opportunité de de re-rendre belle, de la polir, notre neshama intérieur, notre saphir intérieur, notre pierre précieuse intérieure, afin en fait de la préparer pour le jour de Matan Torah, le jour de la Torah. Ça, c'est un programme. C'est le programme du Homer, de dire, ah, j'aimerais bien travailler ce point. Ça peut être par exemple le fait d'être moins naïve. Ça peut être le fait d'être moins dépensière. Ça peut être compléter ce que vous voulez. Mais un truc, pas 50 trucs. Et pas tout et son contraire. Ça marche pas là, ça marche plus. Parce qu'on se perd. Et vous remarquez quelque chose d'extraordinaire. Que, euh, comment c'est écrit dans la paracha qui nous parle du Homer. C'est la paracha est mort, la paracha dans 2 semaines. Elle nous dit comme ça, Sheva Shabbatot Temimot, vous compterez donc 7 semaines, soit 50 jours. Bon, 7 fois 7 égale, allez-y dans le chat,
On va voir qui c'est qui suit là. Vous savez, c'est comme le prof de maths qui fait une erreur au tableau et les gens ils disent ah vous avez fait une erreur. Et après il dit ouais c'était pour savoir qui c'est qui suit. Voilà, merci. Alors N, je n'ai pas le nom complet. Judith, bravo. 7 fois 7, 49. Donc c'est pas 7 semaines égale 50 jours. C'est ça pourtant ce que nous dit la paracha. Bon c'est bon, tout le monde écrit 49, 49, c'est bon. Alors tu te dis bon bah quoi, la Torah elle s'est trompée, elle a fait une erreur de calcul, on comprend pas. Alors, en fait, il faut comprendre que changer quelque chose, s'améliorer, travailler un point de caractère, c'est quelque chose qui nous incombe, d'accord? Cette volonté de se travailler, d'accord? Et donc, c'est pour ça que la Torah nous dit, regarde, tu as 49 jours pour le faire. Fixe-toi un objectif et pendant 49 jours, tu travailles sur ça. Et dès que tu as une petite victoire, par exemple, qu'est-ce que ça peut être? Le fait de moins crier à la maison. D'accord? Moi, je crois que c'est le programme que je me fais du Homer chaque année depuis 15 ans. D'accord? Alors, tu as 49 jours pour le faire. Comment tu le fais? Eh bien, tu t'exerces à ne pas à travailler ça, à te dire, par exemple, il y a une dispute, tu sens que ça va être la cata, et tu te dis, ok, 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 c'est la réalité que Hachem m'a envoyée pour que maintenant, je puisse travailler ma colère. Et tu vas et tu essayes de résoudre le problème, la dispute entre les enfants, sans crier, sans t'énerver. D'accord? Parfois, on réussit, parfois, on ne réussit pas. Mais le plus important, c'est d'avoir voulu réussir. Le plus important, c'est d'avoir voulu faire de son mieux, d'avoir voulu exprimer le meilleur de soi-même. D'accord? Donc, ça, c'est un tas à lire, c'est un processus pour pouvoir y arriver. Ça ne va pas y arriver du jour au lendemain. Si tu es une personne qui crie, si tu te dis, bon, bah, dès demain, j'arrête de crier, non, ça ne marche pas. Ça prend du temps. Et c'est pour ça que la Torah te dit, regarde, je te donne un programme de 49 jours pour que tu intègres que l'essentiel, c'est de s'exercer à progresser. Et qu'aucun changement de fond ne peut se faire du jour au lendemain. D'accord? Là, vous me dites, OK, donc je comprends. Ça veut dire, c'est comme si tu me disais, bah, OK, fais ta part et compte les 49 jours. Mais pourquoi alors à la fin, on te dit, il y a 50 jours? Ah, parce que justement, il y a un cadeau. Il y a un petit cadeau. C'est quoi? C'est que Hachem lui-même, il a conscience de la difficulté que ça représente pour toi. Et il voit ta volonté de travailler sur ce point en particulier. Ça peut être d'ailleurs, travailler le point, ça peut être l'amour de soi. Ça peut être moins se fustiger, justement. Ça peut être de moins regretter. Je pense que ça peut être un super programme de Homer. D'accord? Je vais peut-être me le rajouter avec la colère. Et euh, il te dit, OK, toi, tout ce qui t'appartient, c'est tes efforts. De travailler, t'investir, essayer d'étudier la Torah et de t'exercer, d'éliminer ce mauvais trait de caractère. D'accord? Enfin, son versant négatif. Parce que vous vous souvenez, il n'y a pas de mauvais trait de caractère en soi. Il y a que du bon, mais qu'il y a des versants négatifs de chaque chose. Bon, celles qui ne savent pas, elles regarderont le cours de l'introduction. Alors, c'est comme si Hachem, il te dit, toi, tu fais ta part, tu comptes 49 jours, et ben c'est comme si tu avais compté 50 étapes. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a une étape finale. C'est quoi? C'est la touche finale de la Kadosh Baruch Hu, qui voit tes efforts et qui te dit, je vois que tu veux devenir quelqu'un d'accompli, alors je vais te faire un cadeau et je vais récompenser tes efforts. Et je vais faire en sorte que tous tes efforts y réussissent et que tu vois le changement d'une manière durable. Ça, c'est l'aide d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui symbolise ce fameux 50e et dernier jour. Hachem, on a une obligation d'effort, mais on n'a pas une obligation de résultat. Cette phrase, il faut se la mettre sur le frigo, il faut se la mettre à la sortie de la porte, il faut se la mettre à l'entrée, il faut se la mettre dans notre tête. Nous avons une obligation d'effort, mais nous n'avons pas une obligation de résultat. Et si on a compris ça, vous verrez que déjà, on élimine 99% de la culpabilité qui est mal placée. Hachem, il veut nous aider à devenir des meilleures personnes. Et c'est en vue de ça qu'il nous a donné une période du Homer propice au changement avec un programme. Mais si pendant le reste de l'année, c'est quelque chose qui est difficile, pendant le Homer, on a une aide particulière
Hachem, plus que jamais, il s'associe à nos efforts pour nous aider à réaliser notre volonté de changement intérieur. Comme elle dit la rabbinite Eni Machlis, do your best, Hachem will do the rest. Fais de ton mieux et Hachem, il va compléter. D'accord? C'est ce que dit Pirkei Avot. Lo alecha melacha nigmor, ata lo ben chorim le pater mimena. Toi, il ne t'appartient pas de terminer l'ouvrage. C'est pas entre tes mains. Tous tes projets, ça n'est, toi, ce qui t'appartient, c'est d'être consciencieux, c'est de faire du mieux, c'est de travailler ta volonté pour aller dans la bonne direction. Et après, Hachem, il t'aide. Le changement intérieur n'est pas la conséquence de nos efforts, c'est la récompense de nos efforts. Vous avez compris? Et quand on comprend ça, bah, du coup, tu dis, bah, c'est génial. C'est génial. C'est comme si, je vous donne une image. Tu veux changer dans quelque chose, c'est comme si tu es en bas de l'escalier et on te dit, ah, tu dois aller jusqu'en haut là. Et là, tu vois le truc, tu dis, mais vous rigolez, mais il y a 500 marches pour arriver jusqu'à là-haut, mais je ne vais jamais y arriver. Et là, on te dit, essaye, fais un pas. Je dis, bah, d'accord, mais tu décourages d'avance. Je dis, bon, allez, c'est pas grave, j'y vais quand même. Et tu fais un pas. Et en fait, tu te rends compte que quoi? Que c'est un escalator avec comment ça s'appelle là, le Haishan, le détecteur automatique. Toi, tu as mis le premier pas, finalement, l'escalator, il monte, il monte, il monte, il monte. Toi, tu es arrivé jusqu'à la 500e marche. Et bien, c'est pareil dans la vie. Si des fois, on se perd dans des réflexions, on se dit, mais je ne vais jamais y arriver, mais je me décourage, mais c'est pas possible. Mais Hachem, il ne te donne pas l'impossible. Il te demande juste de vouloir. Il te demande juste de faire le premier pas. Il te demande juste de t'exercer sans jamais te décourager. D'accord? Ça, c'est le programme du Homer, c'est le programme de tout changement. D'accord? Et comprendre que le résultat n'est pas entre mes mains. Et que, voilà, tout ce qu'on attend de moi, c'est de vouloir le mieux, c'est de travailler mon ratson. D'accord? Alors, voilà, le troisième forme de regret, généralement, on a le temps de la faire. Troisième forme de regret, c'est quoi? C'est j'aurais voulu. Ah, vous savez la chanson, là, Un violon sur le toit. Ah, si j'étais riche, nanana, c'est ça. Ah, si j'étais. Ah, on n'est plus dans le premier, c'est j'aurais dû. Le deuxième, c'est je devrais. Et en plus de devrait, des choses contradictoires. Et là, c'est ah, si j'étais riche. Ah, je regrette d'être née dans une famille comme ça. Je regrette ça. Je regrette. Bon, ça aussi, le seul élément qui va nous permettre de propulser et de éliminer tout ça, c'est la Imuna. La Imuna, de comprendre que chacun vient sur Terre avec son package. Une, elle descend dans une famille avec déjà un niveau religieux. D'autres, elle descend dans une famille où il n'y avait aucune pratique religieuse. L'autre, elle est bien quand les parents, ils avaient un revers de fortune. L'autre, ses parents, ils ont divorcé. L'autre, c'était une famille avec des bagarres à la maison. L'autre, il n'y avait pas de discipline. Alors quoi, on va se battre contre cette réalité? Tout est calculé. Hachem nous met dans un foyer avec des conditions de vie qui vont nous permettre d'avoir la meilleure forme possible, qui va nous permettre de devenir ce qu'on doit être. Tout est voulu en haut, tout est voulu par Hachem, et grâce à la configuration vie qui m'a donnée, je vais pouvoir devenir ce que je suis censée devenir. Je vais pouvoir exprimer la meilleure version de moi-même. Donc ça demande de faire la paix avec soi-même. C'est quoi faire la paix avec soi-même? D'où je viens, mon enfance, mes parents, mes conditions de vie, mes traumatismes, les injustices,
les fois où je me suis sentie abandonnée, les fois où je me suis sentie qu'on a abusé de moi, les fois où je me suis sentie humiliée, les fois où je me suis sentie mise de côté, tout ce qui fait nos blessures en fait. D'accord? Mais je dois les accepter parce que mes blessures aussi, ça va devenir des forces. Ça va me permettre de développer une certaine vigilance, ça va me permettre de développer une certaine sensibilité, ça va me permettre de développer une certaine intelligence. Intelligence, je parle d'intelligence émotionnelle, vous avez bien compris. Il dit, le Rabbi Jacobson, il dit finalement, si on réfléchit comme ça, on se dit, bon, quel serait le meilleur parent au monde? Bah, meilleur parent au monde, c'est ce qui fait, c'est ce qu'il a écrit dans S'élever avec ses enfants. Il a fait comme ça, bien la discipline, il a fait parfaitement l'affection, il a fait parfaitement l'encouragement, il a fait tout parfait, tout parfait. Alors il pose la question, il dit, quel serait cet enfant, quel enfant serait issu de parents parfaits si on pouvait imaginer une situation comme ça? Alors il dit, ça serait un enfant qui aurait aucune intelligence émotionnelle. Parce que tout a été poli, tout a été facile, tout a été édulcoré. Et donc, en fait, il ne génère aucune, vous savez, force, intelligence, piquant, sensibilité. Il donne un exemple comme ça. Il dit, par exemple, une mère qui était, il y avait des parents qui étaient très nerveux, qui démarraient au quart de tour. Alors, qu'est-ce que ça va générer à la fin chez la personne? Eh bien, ça donne des gens qui savent très bien sentir lorsque le vent va tourner. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a eu des parents nerveux, du coup, après, on développe une sensibilité. Tu te dis, oula, je sens que là, ça peut mal tourner. Alors, du coup, je vais être intelligente de prendre mes dispositions. Et en fait, on peut tout bonifier comme ça. Ça fait partie de notre fameux shaping. Le shaping, c'est notre, la forme qu'on prend. Il dit le Rav Dessler, à propos de Parashat Re'e, c'est écrit comme ça, Re'e anochi noten lifnechem hayom, bracha ou klala. Regarde, je te donne devant toi aujourd'hui la bénédiction ou la klala, pas bénédiction. Et le Rav Dessler, il dit que noten, je te donne, c'est à rapprocher du mot en hébreu natun, netunim. Netunim, ce sont des données. Ton vécu, ton historique, ton enfance, ton éducation, ce sont des données. Des domaines sur lesquels tu n'as aucune prise. C'est Hachem qui les a fixés et qui les a fixés pour ton bien. Et après, je te propose la bénédiction. La pas bénédiction, c'est quoi? C'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en tires le meilleur ou est-ce que comment on dit, tu t'appuies toi sur ton sort? Connaissez la journaliste qui dit, oui, il est né dans une banlieue comme ça, avec des parents, truc, il n'a pas eu le droit à avoir une éducation, et du coup, à l'école, machin, donc forcément, il a fini délinquant. Oh, le pauvre. Ah non, non, on te dit, c'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Tu as le libre arbitre. Donc, ce que Hachem il a fixé, c'est pour ton bien, et ça va être ton point de départ de ton libre arbitre à partir de lequel tu vas travailler. Et la suite du passouk, c'est quoi d'ailleurs? Ou bacharta bachaim. Et tu vas choisir la vie. Tu vas choisir de tirer le meilleur de ton histoire. Et donc, tu te rends compte que quoi? Que même toutes les difficultés que tu as, eh ben, ça va te demander des efforts supplémentaires pour les dépasser. Mais premièrement, c'est génial parce que tu te rends compte, tu te dis, bah, je suis en train de faire mon tikkun. Je suis en train de réaliser mon projet de vie. Deuxièmement, on dit en hébreu, les fum tsara agra. Si toi, par exemple, tu es né dans une famille où il y a plein de bagarres, que le mode de communication, c'était des hurlements, et que toi, tu as réussi à travailler à ce point-là, alors tu n'es pas parfait, tu cries de temps en temps, ça t'échappe, d'accord, mais voilà, tu sais que tu as travaillé cette chose-là. Puis à côté, tu as la copine, voilà, qui vient d'une famille très calme, ashkénaze, machin, on ne criait pas, là, là. Et tu dis, ouais, mais quand même, elle est plus douce que moi. Mais de quoi tu parles? Parce que, encore une fois, ce que la Hachem y voit, c'est pas les résultats, c'est l'effort. Et les fous de Sarah Agra, regarde-toi tout l'effort que tu as fait pour passer d'une famille où le mode de communication, c'était des cris. D'accord? Et Dieu sait qu'il y en a chez qui c'était, jusqu'à une famille où
Ça crie un peu, mais ça va, c'est cool. Les fonds de Taragra, tu as beaucoup de mérite. Sois fier de toi. Et comme ça, tu glorifies Hachem sur terre. Parce qu'on dit, regarde, il dit, regarde ma fille, tout ce qu'elle a réussi à faire. Je donne un petit exemple. Ce vendredi, c'était encore une fois, là vraiment à la maison, c'était mais sans dessus, dessous, dans tous les sens. Je me suis dit, comment je vais faire? Et, bah, j'avais envie de crier. Parce que bah, je ne vous cache pas que chez moi, quand il y avait du désordre, on criait. Ah ouais, il y en a marre. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Vous vous rendez pas compte, je suis fatiguée. D'accord? Donc, moi, j'ai été formatée comme ça. Quand il y a du balagan, on crie. Voilà. Et on croit que ça va faire avancer les enfants. Eh bien, regardez, je vais vous montrer. Là, vous allez être fiers de moi. J'ai pris un des enfants. Je lui ai dit, tu vas me faire une feuille avec l'ordinateur sur Canva. Où tu vas écrire tout ce qui est arrangé. D'accord? Vous voyez, il y a le salon, la terrasse, la chambre des parents, la salle de bain. Et qui fait quoi? D'accord? Donc là, c'est papa qui fait ça, là, c'est maman qui fait ça, là, c'est Hillel qui fait ça. D'accord? Et ben, j'étais hyper fière de moi. Et j'ai pas crié. Et ça a marché. Et je sais que Hachem, il était là, il disait, non, alors peut-être il y en a qui vont dire ah, c'est nul, c'est bête. Moi, voilà, je suis quelqu'un de très organisé, donc moi, ce genre de tableau, voilà, je l'ai toujours fait depuis. Voilà. Merci Carole, bravo. Et je n'ai pas crié. D'accord? Donc je glorifie Hachem et je suis fière de moi. D'accord? Donc, il n'y a rien pour rien. On se dit, regarde, ce formatage qui n'était pas idéal à la base, eh ben, j'ai réussi à le dépasser, j'ai réussi à me bonifier, j'ai réussi à sortir quelque chose de bon. Et comme ce que je vous avais dit au départ, que le directeur du centre d'intoxication, c'était un ancien drogué. En fait, si vous voulez, c'est parce qu'il a réussi à se dépasser qu'après, il peut aider les autres. Pourquoi le chinour, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, et à tel point que voilà, je me suis investie dans l'écriture du livre, que Baruch Hashem, je sais que voilà, Dieu merci, il a beaucoup marché, il aide beaucoup, beaucoup, beaucoup de mamans. On a vendu à Dieu merci 6000 exemplaires. Alors, je me dis, bah, parce qu'en fait, il y a eu ce travail, il y a eu ce dépassement. Et même si, voilà, c'est pas du tout le foyer idéal, d'accord? C'est un foyer dans lequel on aspire au mieux et on a pris justement toutes les choses du passé que des fois qui nous tiraient vers le bas et on a décidé de voir qu'en fait, tout était entre les mains d'Hachem, que tout était là pour qu'on arrive à se dépasser, pour que tout soit là pour qu'on arrive à rebondir et surtout, 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 qu'on puisse faire bénéficier les autres de tout le beau, la belle progression, de tous les beaux changements qu'on a réussi à faire. Avec l'aide d'Hachem. Souvenez-vous, c'est le 50e jour, c'est la touche finale. D'accord? La récompense. Voilà. Est-ce que vous avez